Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto C. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer comment créer et utiliser des threads dans ce langage. Alors peut-être une première question vous vient à l'esprit. Ok, qu'est-ce qu'un thread? Alors un thread, c'est une unité d'exécution. On dit aussi un fil d'exécution, qui va tourner en parallèle des autres threads dans le même processus. Alors effectivement, au niveau des systèmes modernes, il y a bien une différence entre les processus, les programmes si vous préférez, et les threads, les unités d'exécution qui courent dans ce programme. Le processus, si vous voulez, c'est un espace d'adressage. C'est un espace de mémoire dans lequel vous avez vos différentes variables, vous avez tout l'état de votre programme. Les threads, eux, ils vont exécuter du code et ils vont partager la mémoire du processus. C'est cet aspect-là de partage de la mémoire que j'aimerais vous montrer en tout cas dans ce premier tuto. Alors pour commencer, je vous propose de reprendre votre atelier de développement et de commencer à y créer un projet. Pour ma part, je l'ai appelé Use Threads. Très bien, j'ai un code de type Hello World. On va le remplacer par un bout de code que je vais vous donner. Pour récupérer ce code, vous prenez un navigateur, vous allez sur le site cours.fr et vous descendez dans la section C. Ici, vous avez toutes les entêtes du langage, et notamment l'entête, la librairie, threads.h. Alors, il faut savoir une chose, cette librairie n'existe pas en C depuis le début. Elle est arrivée assez tardivement. Elle est arrivée avec la version C ISO 2011. D'accord, c'est ce que précise ce petit cartouche. Avant, comment on faisait? Avant, on utilisait des librairies de threads, mais qui étaient spécifiques à chaque système d'exploitation, Linux, Windows ou autre. Alors, il faut savoir que cette librairie threads.h propose un grand nombre de fonctions. Pour aujourd'hui, on va se focaliser sur CHRD create. Si vous préférez, thread create. Et donc regardez, ici vous avez l'exemple de code sur lequel je vais travailler. Donc je vous propose de le sélectionner, de le copier et de venir le coller dans votre projet. Alors normalement, ça ne devrait pas parfaitement se passer chez vous. Pourquoi? Parce que pour pouvoir fonctionner, j'ai quand même besoin d'avoir la librairie native des threads utilisés par mon système d'exploitation. Ici, je suis sur un système Linux, et donc sur un système Linux, il faut utiliser la librairie POSIX thread. Et donc, j'ai dû mettre à jour la configuration de mon atelier pour que lors de l'édition de liens, je rajoute la librairie. Au niveau d'Eclipse, ça se fait comment? Vous cliquez sur le projet, faites bouton droit, vous allez dans les propriétés du projet. Vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous sélectionnez C++ Build, et à ce niveau-là, dans les settings, et plus précisément dans les informations relatives au linker, vous retrouvez la configuration des librairies utilisées. Et donc ici, vous cliquez sur plus et vous tapez pthread. Normalement, ça rajoute la librairie automatiquement. Cette fois-ci, normalement, votre projet devrait parfaitement compiler. Bon, je vous fais une petite explication, une petite revue de code. Donc on commence par 4 /include. Bon, ça c'est normal, on utilise des librairies assez standards. Bon, bien entendu, il me faut la librairie threads.h. J'utilise les booléens pour pouvoir avoir accès à ce pseudotype. N'oubliez pas qu'en vérité, les booléens en C, c'est des entiers. Et puis j'ai rajouté ici 2 librairies qui me permettent d'avoir accès à d'autres fonctions, et notamment printf. À partir de là, le programme est constitué de 2 fonctions. Il y a le main, bien entendu, qui est exécuté par le premier thread, celui qui a été démarré par votre processus. C'est le thread principal, il exécute la méthode main. Et puis après, on va voir, mais on va créer 2 threads à ces niveaux. Et eux vont exécuter la méthode qui est ici, la fonction, excusez-moi, qui est ici, thread main. Alors si je reviens sur le main, notez, pour pouvoir manipuler un thread, il vous faut utiliser une variable qui est typée thread underscore t, thrd underscore t. Ça, c'est ce qu'on appelle un identifiant de thread. En vérité, si vous regardez ce type, vous apercevrez que c'est un typedef sur un entier long non signé. D'accord? C'est donc juste un identifiant, une valeur numérique. Donc c'est l'identifiant de mon thread. Cet identifiant, pour l'initialiser, on va dire, je vais utiliser la fonction threadCreate. Notez bien ici, je passe l'adresse de la variable à initialiser avec l'identifiant associé à mon nouveau thread. ThreadCreate prend un deuxième paramètre, c'est un pointeur sur fonction. Ici, j'ai donné le nom threadMain, c'est le nom de la fonction qui est ici. Il faut savoir, les fonctions sur lesquelles vont démarrer vos threads doivent toutes respecter exactement la même signature. Regardez, en me mettant sur CRD-Create, ici, vous apercevez que le deuxième paramètre est typé comme étant un thrd underscore start underscore t. C'est un type, pointeur sur fonction,
qui est associé à une signature de fonction d'exécution, de point d'entrée si vous préférez, pour un thread. Parfait. Et puis, j'y passe une dernière information. Cette dernière information, c'est des données initiales que je vais passer à mon thread. Alors, dans l'absolu, vous pouvez passer n'importe quoi. La fonction, si vous regardez, ici, ma fonction d'entrée, ma fonction principale du thread que je vais lancer, elle accepte un seul paramètre, c'est un void étoile, un pointeur. Vous pouvez utiliser ça pour passer ce que vous voulez. Donc ici, je vais passer, ça tombe bien, une chaîne de caractères. C'est le nom du thread, le thread name ici, qui est donc un const char étoile. Bon, pour autant, comme ici je suis typé void étoile, je prépare un petit peu le terrain en faisant un cast. D'accord, ce qui me permet ici de pouvoir appeler ma fonction avec mon pointeur. Maintenant, j'aurais pu passer un long, j'aurais pu passer un entier que j'aurais transformé en un void étoile, ou j'aurais pu passer n'importe quelle autre information. Pourquoi pas un pointeur vers une structure de données? Imaginez que vous ayez besoin de passer un ensemble d'informations. Vous définissez une structure et vous passez un pointeur sur cette structure. Bon, normalement, arrivé à ce stade-là, le thread devrait être créé. En tout cas, si la fonction vous a renvoyé ce code de sortie, CRD success. Alors CRD success, c'est quelque part une constante, si vous voulez. Mais en vérité, c'est une des entrées d'un type énuméré anonyme. Il n'a pas de nom, ce type énuméré. Il définit juste un ensemble de constantes. L'avantage d'utiliser cette syntaxe, c'est que toutes les constantes sont bien définies au même endroit. D'accord? Et en gros, ça, c'est les codes soit de sortie, soit les codes d'erreur d'un thread. Ou d'une méthode, d'une fonction en tout cas qui pourrait s'exécuter sur un thread. Donc ici, j'ai CRD success, CRD busy, error, no même et ainsi de suite. Donc du coup, oui, ça peut planter ici. Je peux planter pour de multiples raisons. Une raison possible, c'est parce que j'aurais plus assez de mémoire pour créer mon thread. En vérité, un thread est associé à une pile d'exécution. Donc lorsque vous créez un thread, il alloue des ressources. Du coup, si jamais les ressources ne sont pas disponibles, ça pourrait me renvoyer un CRD no mem, no memory. Ce code-là identifierait un problème de type absence de ressources de mémoire pour la création du thread. D'accord ? Je pourrais avoir d'autres types d'erreurs. Donc ici, je préfère prendre le problème à l'envers. Et donc, si je n'ai pas succès, c'est que j'ai une erreur. Donc dans ce cas-là, j'affiche simplement ici un message. J'en profite pour l'envoyer sur std_err, donc la sortie standard d'erreur. Parfait, donc ça, c'est mon premier thread. Notez, je lance un second thread. Bon, celui-ci s'appelle mon second thread. Et donc, j'utilise exactement la même technique pour le démarrer. Ce qui veut dire que les deux threads vont en vérité exécuter exactement la même fonction. Ils vont tous les deux tourner sur thread main. Et à partir de là, je bloque au niveau du clavier mon thread principal. C'est-à-dire que le thread principal, on est en attente d'une saisie au clavier, ce qui le fige, si vous voulez. Le problème, c'est que si je n'avais pas fait ça, dès lors que mon thread principal rend la main, le programme s'arrête, y compris les autres threads que j'aurais pu déclencher. Donc si je veux qu'il puisse travailler, il faut que je bloque mon application pendant un certain temps. Bon, ici, c'est moi qui choisirai le temps en faisant entrer au niveau du clavier pour passer à la suite. Et du coup, vous avez vu ici, ce que je fais, c'est que je modifie l'état d'une variable globale. Ma variable globale, en vérité, elle est définie ici. C'est un booléen. Elle s'appelle mustExit. Est-ce que je dois sortir? Oui ou non? Par défaut, c'est non. Donc regardez bien, le thread main, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère la donnée que j'ai passée en paramètre, donc dit autrement, le nom du thread. Et après, je fais une boucle. Tant que je ne dois pas sortir, je print, j'affiche le nom du thread. Du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est que mon thread principal a accès à toute la mémoire du processus et donc à cette variable globale. Mes threads secondaires aussi, eux aussi sont dans le même espace d'adressage, ils sont dans le même processus, donc ils voient l'ensemble des variables globales qui ont été définies. Donc du coup, je peux me synchroniser sur la sortie. Et donc dès que vous aurez tapé entrée à ce niveau-là, normalement, on va finir par changer l'état de la variable globale et donc on va débrancher pour les deux threads, ce qui devrait les amener à afficher que le programme, le thread est terminé.
Ici, je renvoie un code de sortie. Hein. Ça, c'est le code de sortie de mon thread. Le code de sortie du thread, c'est quelque chose qui est assez similaire au code de sortie du main. C'est-à-dire que conventionnellement parlant, une sortie en succès, normalement, c'est associé à la valeur 0. Toute autre valeur est associée normalement à un type de problème bien particulier. Bon, ici, on est d'accord, je renvoie ma constante 0. Bon, regardez, je lance ce programme. Et ce qu'on constate, c'est que pour le moment, tout tourne. Et donc, les deux threads sont en train, à tour de rôle, de faire un certain nombre d'affichages. Le truc, c'est que quand on lance un thread, on lui donne une certaine période de temps sur laquelle s'exécuter. D'accord ? C'est ce qu'on appelle du time slicing. On donne une période de temps, une tranche de temps à mon thread. Durant cette tranche de temps, il a le temps de faire quelques affichages. Donc du coup, c'est pour ça qu'on voit des alternances ici. C'est au fur et à mesure que vos threads produisent les différentes valeurs qu'ils ont calculées. Maintenant, je clique ici, je fais entrer. Normalement, mes deux threads doivent récupérer le fait que j'ai fait une demande de sortie et donc doivent s'arrêter. Donc il n'y a plus d'affichage. Bien entendu, le thread principal s'arrête lui aussi. Bon, voilà qui clôt ce premier tuto sur comment créer et démarrer un thread et comment les threads peuvent accéder simultanément aux mêmes espaces mémoire. Alors notez, un des problèmes chauds, c'est ce qu'on appelle les accès concurrents. C'est si plusieurs threads cherchent à modifier une variable partagée. Bon, ici, ce n'était pas mon cas. Le seul qui modifie la variable, c'est le thread principal. Les autres se synchronisent dessus, mais juste en consultation. Donc du coup, je n'avais pas de problématique d'accès concurrent. On verra dans un futur tuto que les accès concurrents, c'est quelque chose qui peut être relativement problématique. Bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à partager et à commenter cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Sur le prochain tuto, on va parler de la méthode CRD Join, qui permet d'attendre la fin d'exécution de vos threads. À très vite. Merci de votre attention.